Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traité rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Les mutilations génitales féminines ou MGF constituent une forme de violence irréversible et irréparable qui porte atteinte aux droits fondamentaux de femmes et de filles. Les MGF désignent toute pratique consistant à meurtrir ou à amputer partiellement ou en totalité les organes génitaux de la femme pour des raisons non thérapeutiques. Les MGF ont des répercussions graves sur la santé sexuelle et reproductrice des filles et des femmes. Elles touchent 100 à 140 millions d'entre elles partout dans le monde. Chaque année, on estime à 3 millions de filles en plus dans le monde qui sont exposées au risque de subir cette pratique. En Afrique, les MGF sont pratiqués dans 28 pays, y compris le Burkina Faso, où la forme la plus répandue est l'excision. Malgré les dispositions législatives et les campagnes de sensibilisation, l'excision continue d'être pratiquée sur l'ensemble du territoire burkinabé. Et aujourd'hui, Journée internationale de la femme, Santé Max se penche sur la question des MGF au Burkina Faso avec comme invité professeur Michel Akochonga. Professeur Akochonga est gynécologue obstétricien. Nous avons également avec nous Madame Ursule Viviane Taro-Sanou. Elle est chef de département chargée des questions juridiques et des relations avec les acteurs. Également sur ce plateau, M. Yankine Cyril, il est chef de département chargé de la prévention, de l'accompagnement des victimes des séquelles de l'excision. Bonsoir, chers invités, et merci d'être sur ce plateau. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre. Bonne fête de 8 mars à toutes et à tous. Et participez à votre émission en appelant au 25 40 79 03. Professeur Akochonga, tout d'abord, quelle est l'origine des MGF, des mutilations génitales féminines? Merci Madame Dao. Permettez-moi de vous remercier, de remercier la télé qui nous permet de parler de la pratique de l'excision et surtout d'assurer la promotion de la visibilité du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Nous devons excuser la secrétaire permanente qui devait être là, mais qui est en ce moment empêchée pour raison de deuil. Toutes nos condoléances à elle. L'origine des mutilations génitales est imprécise. On sait que depuis le temps des pharaons, l'excision existait parce que sur des momies, on a vu qu'il y avait des femmes excisées, mais en plus, il semble qu'il existerait dans le palais du pharaon des personnes chargées de vérifier le sexe de tous les enfants qui naissaient et ceux qui avaient des anomalies étaient traités. Et en ce sens, les filles qui avaient une hypertrophie des grandes lèvres étaient excisées. D'autre part,
les gens pensent qu'en Afrique, les mutilations génitales ont été importées par les commerçants arabes. Or, il faut faire attention parce que cela dépend des régions. Je sais que personnellement, quand j'ai discuté avec certains anciens, bon, moi-même je suis ancien, mais plus ancien que moi, au Naouri, il y avait deux théories. La première théorie était que c'était l'époque où les populations étaient en guerre pour chercher des territoires pour s'installer. On s'est rendu compte que tous les hommes valides allaient au combat et c'était les femmes et les estropiés et les handicapés qui restaient dans le campement. Et ces personnes handicapées-là profitaient des femmes à l'absence de leur mari qui était en guerre. Alors, un vieux de la tribu a dit, bon, si on fait une plaie devant la femme, elle ne va plus accepter que l'homme l'approche. Ainsi, l'excision a été instituée en pays Cassena. La deuxième théorie était que dans leur campement, il y avait un monsieur qui était en quelque sorte le héros, c'est-à-dire champion à la lutte, champion au tir à l'arc, champion à la course et champion en tout. Alors, il était tellement sûr de lui qu'il a dit que le jour où un être humain va se coucher sur sa poitrine, alors que ses ancêtres l'appellent, c'est-à-dire qu'il meurt. Alors, une nuit, sa femme lui a dit, mais mon type, c'est toi qui es tout le temps sur moi. Laisse-moi aussi monter sur toi, on va voir ce que ça va faire. Le monsieur s'est souvenu tout de suite de son serment. Il a sauté de la natte et il a appelé son père, il l'a alerté. On a battu le tam-tam de guerre, toute la tribu est sortie et il fallait juger cette femme. Certains ont dit, tu es là. D'autres ont dit non, il faut la renvoyer. En tout cas, chacun a donné une sanction. Il y avait un vieux sage qui a dit, si vous la tuez, vous, des guerriers, tuez une femme sans défense, c'est honteux. Tout à fait. Alors, si vous la renvoyez, elle a tous les secrets de notre champion. Elle va le livrer à son prochain mari. Aux adversaires. Et puis, ça va... Alors, donc, c'est parce qu'elle a quelque chose devant elle qui pointe, qu'elle veut monter sur son homme, il faut enlever ça. Donc, on a excisé cette femme et on a fait sortir toutes les femmes de la tribu, on les a excisées. Alors donc, ça, c'est en territoire Cassena. En Cassena, à Naouri. Alors donc, c'est pour vous dire que l'excision a été importée, cette idée bat en brèche. Et l'évolution de l'excision, de la pratique de l'excision dans le monde? Là, en fait, contrairement à la croyance populaire, l'excision n'a pas existé qu'en Afrique. En Occident, en Angleterre, on excisait pour traiter les troubles mentaux. Parce que ça a un lien? Ça, je ne sais pas, mais on excisait pour traiter les troubles mentaux. En France, au XIXe siècle, il y avait des médecins comme Thérèse Pouillet et Pierre Cornier qui préconisaient l'excision pour lutter contre la masturbation. Aux États-Unis, la même théorie s'est retrouvée et en plus, aux États-Unis, il était demandé de pratiquer, d'enlever cet organe qui abritait le diable. Et en Russie, il y avait une secte en 1772 où toutes les femmes étaient excisées. Mais au fur des années, les gens ont constaté que c'était une pratique inutile et ils ont abandonné. En Afrique, malgré notre sensibilisation,
le phénomène persiste. En Europe, actuellement, l'excision existe, mais importée par les immigrants. Alors donc, vous voyez, c'est comme ça. Madame Taro, faites-nous l'état des lieux de la pratique des MGF plutôt, l'état des lieux des MGF au Burkina Faso. De l'excision au Burkina Faso, puisque nous venons de dire que c'est la forme, la plus pratiquée. Je voudrais tout d'abord, avec votre permission, rendre un vibrant hommage à toutes les femmes battantes du Burkina, particulièrement les pionnières qui se sont engagées dans le domaine de l'abandon de la pratique de l'excision. Parlant de l'état des lieux au Burkina, il faut dire que l'excision est vraiment une réalité au Burkina parce qu'elle est pratiquée dans les 45 provinces, dans les 13 régions, en dehors de quelques groupes ethniques et dans quelques hameaux de culture où l'excision n'est pas pratiquée. Elle existe aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Nous évaluons à peu près à 80% la pratique en milieu rural et à une 60% en pratique urbaine. Et faisant la comparaison entre les régions, les 13 régions, les régions dans lesquelles elle est vraiment pratiquée, c'est dans les Cascades et dans la région du centre-nord surtout. Et dans les régions les moins où on pratique, nous avons des chiffres, nous sommes à 89% dans les Cascades et nous sommes à 73% dans la région du nord et du centre-nord. Et dans la région du centre-ouest, nous sommes à peu près à 43%. Et c'est la région dans laquelle elle est moins pratiquée. Au plan national, voilà, au plan donc national et suivant surtout l'étude multisectorielle continue qui a été réalisée en 2015 à la suite de l'EDS 4 qui a été réalisée en 2010, nous estimons à peu près 67,7% et les femmes qui ont été excisées dans la tranche d'âge de 14 à 49 ans et dans la tranche d'âge de 0 à 14 ans, nous sommes à 11,3%. Contrairement en 2010, où nous étions à 76% pour la tranche d'âge de 15 à 49 ans et à 13% pour la tranche d'âge de 0 à 14 ans. C'est pour dire que c'est vraiment une réalité au Burkina. Mais habituellement, c'est à partir de quel âge que la pratique de l'excision est pratiquée? À partir de quel âge? Avec l'effort de la sensibilisation, de la répression et tout ce qui est fait, nous assistons malheureusement au rabattement d'âge. Et il n'y a pas très longtemps, il nous a été signalé un cas d'excision sur une fille de 7 ans dans la région, de 7 jours plutôt, dans la région des Hauts-Bassins. La deuxième fois que cela a été mentionné, heureusement que ça a été une dénonciation préventive. Et suite à une séance de sensibilisation, les parents ont dû renoncer à l'excision. Pour dire que de moins en moins, il y en a même qui disent que dès la naissance, la petite est déjà excisée. C'est vraiment un rabattement d'âge actuellement. Et surtout aussi dans la clandestinité, il faut le souligner. Monsieur Yenkene, parlez-nous de la place qu'occupent les MGF dans la culture de notre pays, au Burkina Faso. Il faut dire que, comme l'a souligné Madame Taro, l'excision est pratiquée dans beaucoup de communautés. Et l'excision est perçue comme une valeur culturelle. Donc l'excision occupe une place très importante. Et l'excision est pratiquée surtout dans certaines communautés pour permettre à la petite fille d'être une femme. Donc de ce point de vue, nous pensons qu'au plan culturel, l'excision occupe une place très importante. C'est ce qui fait qu'au niveau du SPCNLPE, cette dimension est prise en compte pour affiner les stratégies justement pour permettre de faire la promotion de l'élimination de cette pratique-là au sein des communautés.
Les mutilations génitales féminines ont la peau dure dans les cascades. Dans la région et à Niangologo particulièrement, la persistance du phénomène trouve son explication dans la tradition de la localité, d'où la difficulté de la lutte. À cela s'ajoute le manque de moyens pour des campagnes de sensibilisation et des opérations sur le terrain, non seulement mais aussi le caractère transfrontalier de l'excision. La situation de l'excision dans les cascades, c'est dans ce reportage signé Martin Zerbo et Mireille Carole Tougma. Moi, je ne veux pas qu'on ait qu'à exciser une fille encore, parce que ça fait mal. Tu peux perdre l'enfant. La voix enrouée, les larmes aux yeux, cette victime de l'excision nous livre son témoignage. Le ciel s'est assombri autour d'elle un 31 août 2016. Elle s'en souvient comme si c'était hier. La femme vient nous trouver à la maison. Elle a dit de l'accompagner. Elle a dit de nous accompagner. On a parti, elle a dit notre n'a qu'à coucher. Elle n'a qu'à coucher. C'est moi qui ai couché. Elle a coupé. Elle a dit que nous n'a qu'à venir à la maison. Non, personne n'était pas là à la maison. C'est la police. Depuis on nous amène à l'hôpital, on a soigné, je ne peux pas oublier ça. Ce cas malheureux est loin d'être isolé dans la région des Cascades. Et il faut dire que l'ampleur de l'excision dans notre région est assez importante. Parce que dans la classification, nous tenons la tête, ce qui est négatif. Le phénomène est transfrontalier et les statistiques difficiles à établir car tout se passe dans la clandestinité. Notre position géographique avec la Côte d'Ivoire et le Mali fait que l'excision se fait sans qu'on le sache. Et nos parents quittent ici, même en charrette, il y en a qui ont accès à la Côte d'Ivoire. En moto, on a accès à la Côte d'Ivoire. Et de part et d'autre, on a les parents sur les deux territoires. Il suffit de dire que je rends visite à un parent de l'autre côté, alors que l'objectif caché, c'est de rentrer, exciser mon enfant et revenir. C'est facilement fait. On ne peut pas enregistrer, on ne peut pas voir, c'est caché, on ne peut pas voir la personne. Et aussi, ce qu'on déplore aujourd'hui, la forme qu'on a, c'est l'excision des enfants en bas âge. La cicatrisation va se faire rapidement sans qu'on le sache. Donc voilà ce qui fait qu'on ne peut pas du tout apprendre quelqu'un aujourd'hui. L'excision dans cette partie du Burkina est un phénomène culturel, d'où la difficulté de la lutte. Au niveau de la communauté Gouin, dont je suis ici et que je peux parler, bon, il y a certaines cérémonies. Voilà, lorsque la femme n'est pas excisée, voilà, elle ne peut pas vraiment prendre part à ces cérémonies-là. Voilà, c'est des cérémonies coutumières de Balanfon. Voilà, donc tout cela est dû à la désinformation. Et il faut reconnaître par là que la sensibilisation n'est pas accentuée. On peut citer aussi alors le fait qu'une fille non excisée selon les pratiques coutumières du terroir ne peut pas porter alors le tchémélé qui est la natte de Kori. Et c'est connu de tous, hein, la natte de Kori donc symbolise l'alliance dans notre terroir, le terroir de Kiramba. Alors donc, vous comprenez qu'une femme aujourd'hui ou une maman aspire à ce que sa fille puisse avoir un mariage. Alors, si elle ne peut pas bénéficier du mariage pour le simple fait qu'elle n'est pas excisée, comprenez que cela les motive très souvent alors à se cacher pour pratiquer l'excision. Une sensibilisation difficile à mener, faute de moyens logistiques. Oui, par exemple, en cas d'excision, les motos qu'on avait dans le temps, on ne les a plus. Elles sont amorties. Et ça ne permet pas aux agents de sortir vraiment pour être encore plus opérationnels. Voilà. Et aussi, il faut dire que nous n'avons pas de partenaires en la matière ici.
Voilà, ailleurs, vous allez voir les ONG qui se bousculent pour vraiment soutenir les directions. Chez nous, non pas. La lutte contre la pratique de l'excision dans les cascades est loin donc d'être gagnée. Un renforcement de la logistique des acteurs sur le terrain pourrait aider à venir à bout de ce phénomène qui aujourd'hui a la peau dure. Dame Mariam Sawadogo habite le village de Louda, une localité située à 17 km de Kaya dans le centre-nord. Victime de séquelles de l'excision à sa tendre enfance, Madame Sawadogo a beaucoup souffert avec son mari pendant les devoirs conjugaux. Heureusement pour le couple, une réparation des séquelles a permis de régler le problème. Un témoignage pathétique recueilli au micro de Suleiman Sanou et Lazare Pouya. Quand j'étais excisée à mon enfance, j'ai commencé à souffrir des séquelles de l'excision. Quand je suis devenue grande, pas question de faire des rapports sexuels, l'orifice étant totalement fermé. Mon mari en a beaucoup souffert, comme moi. Grâce à la réparation, je suis devenue une femme comme les autres. Non seulement j'ai la santé, mais je peux aussi avoir des rapports avec mon mari. Je n'ai plus de douleur et mon mari aussi ne souffre plus. Avant, il y avait tellement de disputes autour de cela et on s'accusait mutuellement. Mon mari disait que c'était de ma faute. Et moi, à mon tour, je répliquais en disant qu'il n'était pas capable, alors que tout cela était dû aux séquelles de l'excision. Après avoir vécu tout cela, je ne ferai jamais exciser ma fille car c'est de la souffrance. Voyez-vous, quand une femme excisée a des séquelles, l'accouchement est difficile. Avant ma réparation, il y a plus de 6 ans maintenant, j'ai eu 6 grossesses, dont 2 enfants vivants. Maintenant, je suis très contente. Retour donc sur ce plateau. Professeur Akochonga, quels sont les instruments que l'on utilise le plus souvent pour pratiquer l'excision? La nature des instruments a varié avec le temps. Au tout début, dans nos communautés, c'était la lame de tige de mil, surtout la tige de mil et du sorgho. Elle est très tranchante et a été utilisée. Puis, il y a eu des hachettes, des couteaux, et puis est arrivée la lame. Mais à un moment donné aussi, il y a les tessons de bouteilles qui ont été utilisés. Et quand vous allez dans les formations sanitaires où certains agents se permettent de faire l'excision, vous avez des ciseaux et des lames de bistouri qui sont utilisées. Nombreuses sont les femmes victimes de séquelles graves de l'excision qui vivent à Ouagadougou et dans les environnants. Ces femmes vivent des difficultés tant au niveau des relations sexuelles qu'au niveau de la conception. Au centre médical avec antenne chirurgicale de Kosodo, il y a des possibilités de réparation de séquelles en vue de soulager les victimes. Gérard Sommet et Lazare Pouya pour le reportage. Malgré son interdiction, l'excision reste répandue au Burkina Faso. Nous sommes ici au centre médical avec antenne chirurgicale de Kosodo, service de la maternité. Ici, les jeunes femmes mariées sont régulièrement reçues en consultation pour des problèmes de séquelles de l'excision. Chez nous, les femmes victimes de ces séquelles-là, c'est surtout des femmes qui sont nouvellement mariées et qui ont des problèmes avec leur mari qui nous viennent souvent. Toutes celles qui sont venues ont été réparées. Le phénomène est régulier malgré le fait que c'est dans la capitale. C'est régulier, au moins 1 à 2 par mois, on trouve des cas. Ce n'est pas aussi fréquent comme les années précédentes parce qu'actuellement, la sensibilisation a baissé. La sensibilisation ayant baissé, bon, ça fait que le nombre de cas aussi, les gens ne viennent pas, sauf, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont mariés et qui ont des problèmes avec leur mari, c'est surtout ces femmes-là, ces jeunes femmes qui viennent. C'est face à un problème de santé insupportable que certaines femmes victimes des mutilations génitales féminines se rendent dans les formations sanitaires pour bénéficier des réparations. Avant, puisque l'orifice étant fermé, c'est sûr que c'était des problèmes avec le mari. Il n'y a pas de pénétration, ou si ça pénètre, c'est douloureux. Et quand on répare, bon, elles retrouvent vraiment leur sensibilité. Et donc, elles se sentent mieux après la réparation. Grâce à cette technique, une vingtaine de femmes victimes des séquelles de l'excision ont pu bénéficier de réparation en 2017. Il faut dire qu'en 2017, on a eu une vingtaine de femmes qu'on a réparées. Et depuis le début de cette année, on doit être autour de 3-4. Tout cela fonctionne bien
grâce au personnel formé et à la subvention. Et Dr Saïdou Ouedraogo et son équipe de lancer un appel aux femmes ayant des séquelles de l'excision de se faire consulter en vue de bénéficier d'une prise en charge. Ils n'ont qu'à fréquenter les services de santé. Ils peuvent passer au niveau des CSPS qui vont voir et puis les référer au niveau des CMA. Ça veut dire qu'à tout moment, s'il y a un cas, on le répare. Et pour éviter la réparation à votre fille, une solution existe. C'est d'abandonner définitivement cette pratique néfaste de l'excision. Le centre-nord est l'une des régions du Burkina Faso où la pratique de l'excision a également la peau dure. Grâce à la sensibilisation des associations, plusieurs femmes ont pu bénéficier des réparations des séquelles graves de l'excision. Souleymane Sanou, Lazare Pouya. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs villages du Burkina Faso ont déclaré publiquement se démarquer de la pratique de l'excision. Mais sur le terrain, la pratique est toujours là, avec parfois des séquelles insupportables. Fort heureusement, des techniques permettent aujourd'hui de réparer les séquelles de l'excision, permettant à des milliers de femmes de retrouver leur dignité et leur estime en soi. Nous sommes ici dans le centre hospitalier régional de Kaya. Ces femmes-là viennent dans un cadre de désir de grossesse, dans un cadre de difficulté pour avoir des rapports sexuels avec leur mari. Et souvent même, ce sont les maris qui les accompagnent, voilà, pour pouvoir trouver une solution à leurs problèmes. Souvent, il y a des femmes qui sont déprimées, qui ne savent pas le problème, si c'est réparable ou pas, s'il y a une solution à leurs problèmes. Donc tout ça, elles ont entendu par les sensibilisations, ça les pousse à venir pour avoir une solution. Alors quand elles viennent et qu'on constate que c'est une MGF, une mutilation génitale féminine qui est réparable, on les répare et par la suite on se rend compte qu'il y a un retour qui est là. Ils nous disent vraiment qu'ils ont trouvé une solution à leurs problèmes. Il y a d'autres qui reviennent avec des grossesses alors qu'elles étaient venues pour désir de grossesse. Donc on s'est dit qu'elles sont satisfaites et elles le font savoir d'ailleurs parce que la prise en charge a été bien faite pour eux. Même pour les rapports sexuels, souvent c'est les maris qui nous appellent pour dire non, voilà, maintenant ça va. À cause de la sensibilisation, certaines femmes en âge de procréer ou tout simplement les nouvelles mariées arrivent à accéder à la réparation des séquelles de l'excision. Tous les ans, on a des cas. Voilà. Il y a des cas, si on prend les statistiques, en 2017, nous avons eu à réparer 19 cas de MGF. Voilà, c'est des cas de séquelles graves où il y avait vraiment fermeture de l'orifice vaginal. On était obligé de réparer. Donc c'est un phénomène régulier. Et pourquoi? Parce qu'en 2018, nous sommes en février, dès fin février déjà, nous avons 8 cas qui ont été réparés. Voilà. Donc je me dis qu'il y a toujours des cas qui sont peut-être dans les provinces. Aucune femme victime des séquelles de l'excision n'est mise à l'écart. Grâce à la subvention, les femmes accèdent facilement à la réparation. En tout cas, on arrive à les réparer. Voilà. Et il y a d'autres qui viennent, ce n'est pas des cas de MGF, mais on fait l'examen d'abord pour voir si c'est réparable, alors on peut réparer. Voilà. Mais quand on fait les sensibilisations par les associations, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent, elles ont compris qu'elles ont un problème et le tri doit se faire à notre niveau. Voilà. Quand on arrive à faire le tri, il y a d'autres qui sont éligibles à la chirurgie et on arrive vraiment à résoudre leurs problèmes. Voilà, faire une réparation et elles repartent sans problème. Maintenant, il y a d'autres qu'on trouve que ce n'est pas des cas de MGF et on les signale aussi pour qu'elles voient d'autres structures pour leurs problèmes. Mais combien seront-elles encore victimes des séquelles de l'excision? La pratique ayant toujours la peau dure dans cette partie du Burkina. Question. Professeur Akochonga, quels sont les différents types de MGF et quels sont les plus courants au Burkina Faso? Il y a 4 types dans la classification de l'OMS. Le type 1, c'est quand on enlève seulement le clitoris, soit en partie, soit en totalité. Le type 2, c'est quand on enlève et le clitoris et les petites lèvres. Le type 3, c'est quand on enlève le clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres. Et dans certaines régions, surtout vers l'Afrique de l'Est,
après l'ablation de ces parties, on pratique une suture et c'est le jour du mariage qu'on donne un couteau au mari pour désinfibuler. Alors le type 4, il n'existe pas au Burkina. Le type 4, c'est une espèce de destruction du clitoris, soit par des médicaments, soit par une cautérisation, soit par des piqûres. Ça n'existe pas chez nous. Il n'y a que les trois premiers types qui existent chez nous, c'est-à-dire l'excision. Qu'est-ce qui justifie cette pratique? Les raisons avancées, Madame Taro? Nous avons entendu beaucoup de raisons, hein, et les principales. Il semble qu'une fille qui n'est pas excisée ne peut pas se contenir, elle court derrière les hommes. Et également, elle est pratiquée pour assurer la fertilité de la femme. Il y en a qui disent aussi que lorsque la fille n'est pas excisée, la femme n'est pas excisée pendant les rapports sexuels, lorsque le clitoris touche au sexe de l'homme, il devient impuissant, ou qu'à l'accouchement, lorsque le clitoris touche la tête de l'enfant, l'enfant meurt. On a entendu également dire qu'une fille qui n'est pas excisée, lorsqu'elle fait ses ablutions et elle prie, ses prières ne sont pas exaucées. Et aucune de ces raisons n'est justifiée aujourd'hui. Parce que tout ce qui est dit, je crois que le professeur est là, il l'a dit plusieurs fois, et aucune de ces raisons médicalement, en tout cas, n'est justifiée. Et au niveau de la société également, la fidélité de la femme, je pense que c'est une question simplement d'éducation que d'excision. Et il pourra peut-être revenir là-dessus, le rôle vraiment du clitoris dans l'accouchement. Je crois que c'est un organe qui a tout son sens et qui facilite vraiment l'accouchement. Parce que on compare souvent une fille, l'excision, un sexe excisé à un plastique simplement. Lorsque le bout du plastique est coupé, brûlé, ça perd son élasticité. Alors que lorsque elle n'est pas brûlée, elle est toujours élastique et elle permet de faire passer facilement la tête de l'enfant. Monsieur Nguéné, c'est très juste ce que Mme Taro vient de dire. Et je voudrais peut-être insister sur l'aspect religieux de cette pratique-là, parce que certains évoquent justement ou pensent que c'est une pratique qui est prescrite dans le Coran ou par les livres saints. Il n'en est rien, absolument rien. Et certains vont jusqu'à affirmer que la femme, comme elle a dit, si elle n'est pas excisée, ses prières ne sont pas exaucées. Ce qui n'est pas juste. Nous avons eu l'occasion justement d'approcher les tenants de ces religions-là. Il nous a été dit et affirmé que nulle part dans le Coran et nulle part dans la Bible, il n'a été recommandé d'exciser la femme. Mais comment les filles, les femmes qui ont suivi les MGF parlent de la pratique? C'est vrai qu'on a vu quelques témoignages dans les reportages. Est-ce que sur le terrain, qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Bon. Okay. Madame Taro, qu'est-ce qui vous revient le plus souvent? Vous me donnez l'occasion vraiment de remercier mes parents parce que je n'ai pas connu cette douleur. Mais il semble que c'est une douleur terrible qu'on ne peut pas oublier. Déjà, à partir de 3 ans, les filles qui ont été excisées, lorsqu'elles vous expliquent ce qui s'est passé, vous avez la chair de poule. Imaginez d'abord les lieux où la pratique, l'opération est faite. C'est à même le sol où l'enfant est couché, le dos collé à terre, avec des gaillards qui la maîtrisent. Et il y a également l'instrument qui est utilisé. Présentement, ce sont des lames qui sont utilisées et c'est sans anesthésie. Donc vous imaginez cette douleur-là. Et lorsque la vieille femme qui a pratiquement les mains tremblotantes arrive à saisir l'organe de l'enfant et met la lame dessus, c'est vraiment une douleur qui ne s'explique pas. Monsieur Yankiné, est-ce que les MGF
les conséquences psychologiques. C'est vrai que vous accompagnez les victimes. Est-ce que vous avez croisé des victimes qui ont été perturbées psychologiquement? Absolument. Et si vous aviez bien suivi la description de Mme Taro, c'est un traumatisme psychologique que la victime subit, qu'elle ne pourra jamais oublier tout au long de sa vie. Et il faut dire que pendant justement l'acte, il y a la peur qui s'installe. Avant l'acte, il y a la peur. Et après l'acte, justement, il y a cette peur-là que la petite fille va ressentir. Et un peu plus tard, quand elle va grandir, lors des premiers rapports sexuels, il y aura encore justement cette peur-là qui va s'installer. Et il y a des répercussions psychologiques qui sont énormes. C'est bien qu'elle aura du mal justement lors des premiers rapports sexuels. Et ça peut se perpétuer tout au long de la vie du couple. Et ça va justement engendrer d'autres conséquences et conduire toutefois au divorce. Et favoriser également le vagabondage sexuel de certaines femmes. Et en tout cas, ce qui est certain, favoriser comment? Le vagabondage, le fait que cette dernière soit retournée, elle a été excisée, et qu'elle soit retournée justement en famille, ou même qu'elle ne sente pas de plaisir à faire des rapports sexuels, elle aura tendance justement à changer pour rechercher ce voilà, plaisir. Pour rechercher ce plaisir-là. Donc, il faut dire que ces conséquences sont vraiment énormes. Les conséquences également peuvent se retrouver au niveau social. J'ai parlé tantôt du divorce. Et il y a également le fait que les parents, justement, qui ont œuvré à ce que cette petite fille soit excisée, plus tard, justement, pourront subir ces conséquences parce que, tout simplement, il faut débourser des ressources financières pour permettre à la femme ou à la jeune fille de pouvoir être réparée. Donc, au plan économique, au plan social, les conséquences sont énormes. C'est énorme. Professeur Akochonga, parlez-nous des différentes complications des MGF. Les complications se classent en 3 catégories. Les complications immédiates, celles qui surviennent immédiatement après l'acte ou pendant celui-ci, les complications ultérieures qui interviennent dans les 72 heures et les séquelles qui s'installent après la guérison de la plaie. Dans les complications immédiates, vous avez la douleur. C'est le premier signe. Ensuite, l'hémorragie, qui est une perte de sang, qui peut entraîner une baisse importante de la tension artérielle, amenant jusqu'au choc et même jusqu'à la mort. Il y a aussi les traumatismes corporels, parce que ces filles-là, elles sont souvent posées à même le sol, parfois le sol nu, certaines fois sur une natte, et elles sont appuyées par 3 ou 4 femmes. Quand elles se débattent, bon, elles sont des enfants fragiles, vous pouvez avoir des fractures. Il y a aussi la transmission des germes comme le VIH et l'hépatite B, parce que ce sont des germes qui se multiplient vite avec le sang. Et le tétanos c'est transmis pendant l'excision. Il y a aussi l'incontinence d'urine, parce que j'ai eu le cas avec 2 jeunes filles de Zignaré où l'exciseuse avait coupé le sphincter urétral, c'est-à-dire le muscle qui ferme la vessie. Alors ces jeunes filles-là, elles perdaient des urines tout le temps comme si c'était une fistule, alors que non. Plus tard, vous avez l'infection qui s'installe. Et la plus redoutable, c'est le tétanos. Et vous avez aussi la douleur pendant les urines, parce que la plaie, quand les urines vont là-dessus, ça fait mal. Vous avez le sida qui s'installe, et puis l'hépatite B. Et si la femme tombe enceinte, le problème, c'est les déchirures du périnée à l'accouchement. Et on parlera après des conséquences sur l'accouchement. Oui. Et puis,
Plus tard, vous avez les douleurs pendant les rapports, vous avez l'impossibilité des rapports, vous avez l'installation des kéloïdes, des kystes, et puis aussi des troubles psychiques. Madame Taro, quels sont les facteurs socio-économiques qui sont liés au MGF? Monsieur Yankini l'a abordé tantôt. Une femme qui a été excisée, c'est d'abord, je pense, une question de droit qui est posée là. Et également une fille qui est excisée et qui a beaucoup de séquelles ne peut mener aucune activité socio-économique parce que sa préoccupation sera d'abord de se faire réparer. Et lorsqu'on parle par exemple des fistules qui sont également des conséquences liées au MGF, ce sont des femmes qui ne peuvent même pas intégrer la société, ils ne peuvent pas être à côté de nous. Ils sont obligés d'être exclus, d'être à l'écart. Et ils ne peuvent pas en réalité mener d'autres activités. Et déjà même dans la famille, lorsqu'elle n'est pas épanouie sexuellement, nous savons tous que l'un des motifs du mariage également, ce sont les rapports sexuels qui maintiennent le couple. Si cela n'est pas bien fait, le matin on se réveille, on ne peut pas se regarder et ça va se répercuter sur toute la journée et puis voilà, la femme ne peut pas mener une activité tranquille et l'homme aussi aura tendance à aller regarder dehors, quoi. Professeur, on va revenir sur les conséquences de l'excision sur l'accouchement. Quelles peuvent être ces conséquences? Quand la femme tombe enceinte, le premier problème est qu'avec le rétrécissement de l'orifice vaginal, la sage-femme ou le médecin ne peut pas apprécier le col utérin. C'est le seul inconvénient pendant la grossesse. C'est surtout pendant l'accouchement qu'il y a le problème. Parce que la tête, elle passe bien, elle arrive dans le vagin et il n'y a pas d'orifice pour sortir. Or, il faut absolument que cette tête sorte. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en ce moment, il peut y avoir une déchirure du périnée et cette déchirure, elle peut être compliquée. C'est ce que nous appelons la déchirure complète, compliquée du périnée et qui entraîne des hémorragies très importantes pouvant amener jusqu'à la mort chez la femme. L'enfant aussi paie un lourd tribut parce que la tête vient cogner contre cette muraille qui est le périnée maternel. Il peut y avoir une bosse sérosanguine qui est une accumulation de liquide sous la peau, mais il peut y avoir aussi une hémorragie à l'intérieur du cerveau et l'enfant peut mourir. Même s'il ne meurt pas, quand il va grandir, il ne sera jamais premier de sa classe. Il y aura un retard mental. Alors, c'est surtout, il faut retenir que c'est surtout à l'accouchement qu'il y a le problème, mais pas pendant la grossesse. Voilà. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebego. Essentiellement des hommes qui ont appelé pour parler de ce sujet, poser leurs questions sur l'excision. Monsieur Bourema Nyambré nous a appelé depuis Ouarghaï. Il a l'impression que les pays voisins du Burkina Faso ne luttent pas avec autant d'énergie contre les mutilations génitales féminines, avec autant d'énergie que le Burkina Faso. Et il propose que les acteurs se mettent en réseau, qu'il y ait une synergie d'action pour venir à bout de ces mutilations génitales féminines. Son inquiétude, c'est est-ce que les acteurs qui sont dans la lutte contre l'excision ne travaillent pas à ce que cette pratique-là perdure, vu que pour certains, c'est devenu un fonds de commerce. Et il se demande donc, en relation avec la deuxième question, si les chiffres qu'on communique chaque fois sur l'incidence de l'excision, sur les taux de pratique, est-ce que ces chiffres-là reflètent la réalité du terrain?
Madame Rebecca de Bérégadougou se dit que pour bien lutter contre l'excision, il faut prendre en compte le fait que c'est une source d'enrichissement aussi bien pour celles qui pratiquent l'excision que pour tous ceux qui sont dans la lutte contre l'excision. Et donc, elle souhaiterait que les partenaires et les pouvoirs publics prennent en compte les acteurs qui travaillent véritablement à la base dans les localités pour que la lutte avance. Monsieur Noufessier nous a appelé du Banfoura. Il constate que l'excision a la peau dure et que les sensibilisations il y a beaucoup de sensibilisation, mais il y a des gens qui continuent toujours de pratiquer l'excision. Et sa question, c'est est-ce qu'au regard de ces réticences-là, est-ce qu'il ne faut pas encadrer la pratique de l'excision en formant, par exemple, le personnel médical pour une pratique plus édulcorée de l'excision, par exemple? Monsieur Idrissa Nyambré nous suit à Kanchari. Il se demande comment on peut convaincre les populations rurales de laisser tomber l'excision si, par exemple, lui qui est à Kanchari, il voit des étudiantes, il voit des intellectuels qui quittent Ouagadougou et qui reviennent au village se faire exciser. Dans ces conditions-là, comment est-ce qu'on peut expliquer aux populations rurales que ceux-là qui représentent un peu la lumière viennent se faire exciser et à eux on dit de ne pas pratiquer l'excision? Monsieur Saïdou Kabouré nous a appelé de Ouagadougou. Lui veut que vous lui donniez des arguments, professeur Akochonga, qui prouvent que l'excision n'est pas une bonne chose. Et est-ce qu'il y a des études qui ont été menées sur le sujet et qui prouvent réellement que l'excision n'est pas une bonne chose? Son autre question, c'est est-ce que la lutte contre l'excision n'est pas une violence faite aux populations? Monsieur Ouseni Ouedraogo nous suit depuis Thomas. Il aimerait que vous parliez plus clairement des mutilations génitales féminines. Est-ce que cela se limite uniquement à l'excision ou bien est-ce qu'il y a d'autres formes de mutilation génitale féminine? Parce que dans certaines régions, on entend qu'il faut taper les seins. Est-ce que tout cela fait partie des mutilations génitales féminines? Monsieur Alfred Poda nous suit à Bobo-Dioulasso. Il veut comprendre pourquoi on dit que la femme excisée ne ressent pas de plaisir. Est-ce que finalement, donner du plaisir aux femmes, c'est le but ultime de la lutte contre l'excision? Et il demande comment est-ce qu'au regard des réticences de la population, on peut pratiquer l'excision et les mutilations génitales, les autres mutilations, sans blesser les femmes. Est-ce que quel est l'intérêt finalement de ne pas exciser une fille et tout compte fait, est-ce qu'il n'y a pas au moins un petit avantage dans l'excision? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Retour sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs. Monsieur Yambré, qui a appelé depuis Ouargaï, il a l'impression que dans le pays voisin du Burkina, la lutte contre l'excision n'est pas aussi intense qu'ici. Donc, lui, il propose une synergie d'action entre les pays membres de l'espace Siomois, par exemple, pour venir à bout des MGF. Son inquiétude est, est-ce que les acteurs ne travaillent pas contre même la fin de l'excision, parce que c'est devenu un fonds de commerce. Il se demande si les chiffres également reflètent la réalité sur le terrain. Madame Taro? À la première partie de son inquiétude, est-ce que les pays voisins travaillent de la même manière que... Il n'a pas tout à fait tort, parce que nous partageons une grande partie de nos frontières avec le Mali, qui malheureusement n'a pas de loi contre la pratique de l'excision. Et il y a des organisations qui travaillent dans le sens de l'abandon de la pratique de l'excision au Mali, mais il n'y a pas de loi. Ils font simplement des campagnes de sensibilisation, ils font également des séances de réparation des séquelles d'excision,
mais ils n'ont pas de loi. Et vous savez que dans la population, lorsque quelque chose n'est pas réprimé, on le fait librement. Ça rend difficile donc le travail du Burkina. Dans le reportage, particulièrement dans la région des Cascades, Monsieur le directeur régional l'a souligné, c'est l'une des difficultés que nous avons actuellement, c'est la pratique transfrontalière. Et les populations forment les mêmes communautés de part et d'autre de la frontière. Et ça fait que facilement, les populations traversent pour aller pratiquer l'excision de l'autre côté et revenir. Il y a également le fait que lorsque la pratique est dénoncée au niveau du Burkina, l'exciseuse peut facilement traverser la frontière et aller de l'autre côté. Je me rappelle que nous sommes allés à supervision à Batié où il y a un cas qui nous avait été signalé. Et c'est juste le fleuve qui traversait cette partie du Ghana. Ils nous ont dit qu'ils ont vu l'exciseuse partir, mais ils ne pouvaient rien faire parce que l'excision étant considérée comme une infraction, pas une infraction qui permet d'aller chercher l'exciseuse pour la ramener au Burkina, ça fait que ça rend vraiment la lutte difficile pour nous. Mais il faut dire que avec l'aide des partenaires techniques et financiers, nous avons eu l'une ou l'autre fois de rencontrer les acteurs des pays voisins. Et nous sommes dans cette lancée-là, pouvoir fédérer les actions. Et je me réjouis également de dire que au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un groupe qui s'intéresse à la question. Et ensemble avec les parlementaires maliens, ils sont en train de voir dans quelle mesure ils peuvent faire pression sur le Parlement malien afin de pouvoir, particulièrement dans ce pays-là, avoir une loi. Je dis que par rapport maintenant aux chiffres qui sont communiqués, vous savez que jusque-là, au Burkina, lors des enquêtes, on ne peut que se fier sur la déclaration des populations. Et c'est selon ce que la personne dit. On lui demande, est-ce que vos filles sont excisées? S'ils disent oui, on coche. S'ils disent non, on coche. On n'a pas encore l'autorisation de pouvoir passer à la vérification physique des filles. Nous ne pouvons donc que nous fier aux chiffres qui sont donnés. Et c'est avec ces chiffres-là que jusqu'à présent, nous travaillons. Il faut ajouter que ces chiffres nous sont donnés par justement l'INSD, qui est la structure agréée pour réaliser les enquêtes. Et au début, quand on donnait un peu la prévalence de cette pratique-là, on s'est référé à des études qui ont été réalisées. Et comme elle l'a souligné, c'est l'observation. Nous sommes en train de viser l'observation pour conforter les chiffres qui sont donnés justement par ces instituts-là. Parce que jusqu'à présent, elle a relevé, c'est la déclaration qui permet d'établir les taux de prévalence. Maintenant, la question qui a été posée, parce que nous l'avons reçue maintes fois, est-ce que les acteurs ne travaillent pas à ce que cette pratique perdure? Et c'est que nous a lancé plusieurs fois ces affirmations-là. Il y a une autre question qui vient conforter la première, c'est est-ce qu'il faut prendre en compte que c'est une source d'enrichissement pour celles qui la pratiquent pour celles qui la pratiquent. Ceux qui luttent contre la pratique? Peut-être pour celles qui la pratiquent, mais pour ceux qui luttent contre la pratique, ça m'étonnerait fort. Parce que, comme elle a dit, elle a souligné, aujourd'hui... Je pense que la personne, en disant cela, pense aux associations qui sont soutenues par les partenaires dans la lutte. Donc, ça fait des sources de revenus, des activités, surtout pour ceux qui ne travaillaient pas. Il faut dire qu'au niveau du SP, nous sommes chargés de coordonner justement les actions de toutes ces associations-là. Et nous prenons, en tout cas, nous essayons de faire en sorte que les ressources qui sont allouées pour justement lutter contre cette pratique-là soient véritablement utilisées pour ce pourquoi elle est destinée. Nous ne pouvons pas dire que certaines personnes ne s'enrichissent pas, mais nous pouvons affirmer que, effectivement, ce qui est donné au niveau du SP par les partenaires techniques et financiers, notamment également par le gouvernement, nous investissons ça directement sur le terrain pour les actions de promotion de l'abandon de cette pratique-là.
Professeur Akochonga, Monsieur Sie à Banfora, il trouve que la pratique de l'excision à la peau dure, malgré les séances de sensibilisation, ça perdure. Sa question, est-ce qu'il ne faut pas encadrer la pratique en formant le personnel médical? Encadrer, puisqu'on ne peut pas, si on ne peut pas lutter contre. En fait, il veut demander à ce qu'on médicalise la pratique de l'excision. Ce matin, la question nous a été posée plusieurs fois à Savane FM quand nous avons fait notre émission. Mais cette question est venue en 1992 et l'OMS, appuyé de l'UNICEF, a rejeté fortement cette idée parce que quel bénéfice apporte l'excision à la femme? D'autre part, c'est une atteinte au droit de la femme à avoir une intégrité corporelle. Pourquoi donc on va médicaliser? Est-ce que ces filles qu'on excise là, c'est à leur demande ou bien on le leur impose? Alors si on doit leur imposer une intervention inutile et qui va contre leur droit à la santé, je trouve que c'est inacceptable. Il y a ce téléspectateur qui se demande comment peut-on convaincre les populations rurales s'il y a des intellectuels qui quittent les villes pour venir faire exciser leurs enfants dans les villages. Comment convaincre les populations maintenant qui sont en milieu rural que la pratique est mauvaise? Bon, vous avez vu que ceux qui ont posé des questions sont des intellectuels. Et ils ont, si on veut voir, certains sont pour la pratique de l'excision. Donc, malgré notre sensibilisation, il y a des intellectuels qui refusent de laisser tomber l'excision. Alors donc, et comme ils ne peuvent pas le faire en ville, ils préfèrent aller le faire dans leur village. Ouais. Comme on a l'habitude de dire, et elle est ancrée dans le comportement de certains, malgré le niveau d'instruction, certaines personnes pensent que c'est une bonne pratique. Et tout le travail là, c'est de faire en sorte que cette norme-là puisse s'inverser. Faire en sorte que ces intellectuels qui pensent, ils pensent, parce qu'ils n'ont aucune preuve que c'est une bonne pratique, il faut faire en sorte que ce comportement change et qu'à la longue, ils puissent adopter le fait de ne pas pratiquer l'excision qui soit la norme qui est promise au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. Monsieur Kabore voudrait que vous donniez des arguments, là vous êtes interpellé professeur, des arguments qui prouvent que l'excision n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'il y a des études qui le prouvent? Et l'autre question c'est, est-ce que la lutte contre la pratique n'est pas une violence faite aux populations? Bon, d'abord, nous allons lui demander de nous donner un seul avantage de l'excision. Quant aux arguments, nous en avons. Parce que déjà, il y a des filles qui sont mortes et c'est passé à la télé, il l'a vu par la pratique de l'excision. Ça c'est un. Deuxièmement, en 2000, l'OMS a entrepris une étude dans 7 pays d'Afrique. Et j'ai fait partie de cette étude, moi. Au Burkina, j'ai pris 5000 femmes excisées qui accouchaient. On a constaté que les femmes qui étaient excisées perdaient beaucoup plus de sang à l'accouchement que les femmes qui n'étaient pas excisées. Les femmes qui étaient excisées restaient plus longtemps à l'hôpital que les femmes qui n'ont pas été excisées à cause des traumatismes que provoque l'accouchement chez ces femmes-là. Troisièmement, les enfants nés des femmes excisées souffrent 2 fois plus que les enfants qui naissent des femmes non excisées et ils meurent 2 fois plus que les enfants nés des mères non excisées.
Et ça, ce sont des études, il peut passer, je vais lui donner tout le bouquin. Donc, c'est la pratique de l'excision qui est une violence faite aux populations et non le contraire. Voilà. D'accord. Monsieur Poda veut comprendre pourquoi on dit que la femme excisée ne ressent pas de plaisir. Comment peut-on pratiquer sans blesser les femmes? Est-ce qu'il constate que malgré l'interdiction, l'excision continue? Est-ce que, professeur, vous pouvez expliquer qu'est-ce que cela fait si on n'excise pas les filles? Quel est l'intérêt de ne pas pratiquer l'excision? L'intérêt de ne pas pratiquer l'excision est de donner aux femmes d'abord leur intégrité corporelle, de ne pas les exposer à tous les inconvénients dont nous avons parlé ici au début. Et troisièmement, c'est de respecter leur droit à la santé et à la vie. Je veux savoir, est-ce qu'on ne pratique pas l'excision seulement pour le plaisir de la femme? Non, ce n'est pas pour le plaisir de la femme, parce que c'est une erreur de penser que les femmes excisées ne sentent pas du plaisir. Parce que, il est vrai, il y a des femmes clitoridiennes qui trouvent leur plaisir par le clitoris. Mais il y a des femmes labiales. Les petites lèvres, elles ont les mêmes terminaisons nerveuses. Alors, et puis, la femme a tellement de points érogènes dans son corps que c'est une erreur. On a déjà parlé des mutilations génitales féminines. Je pense que la personne, M. Ouedraogo, pourra suivre. Lui, il aimerait comprendre ce que c'est qu'une mutilation génitale féminine, que les spécialistes en parlent concrètement. Est-ce que c'est l'excision seulement? L'excision fait partie, vous avez cité les 4 types. Ouais. Donc, on va demander aux téléspectateurs, à M. Ouedraogo, de suivre la rediffusion de cette émission. Je pense que c'est demain à partir de 14h. Okay. Nous découvrons à présent le dernier lot de questions des téléspectateurs. C'est toujours avec Viviane Tiendrebego. Monsieur Porné nous a appelé de Tinkodgo et il aimerait savoir quelle garantie d'anonymat vous accordez à ceux qui appellent pour dénoncer les cas d'excision. Par exemple, dans un village ou dans un quartier, Monsieur X ou Mademoiselle Y sait qu'il y aura une excision bientôt et la personne appelle les services la gendarmerie ou la police pour avertir qu'il y aura un cas. Quel anonymat on garantit à ceux qui vont dénoncer les cas d'excision? Parce que M. Porné dit qu'il a vécu une situation où quelqu'un a dénoncé des gens qui voulaient pratiquer une excision et finalement on a reconnu la personne. Donc il y avait des soucis et lui il dit que cela n'est pas en faveur de la lutte contre l'excision. Et qu'est-ce que vous faites au niveau du comité pour garantir l'anonymat à ceux qui dénoncent les cas d'excision? Monsieur Athanase Akupela constate que les pays sahéliens sont plus touchés par le phénomène de l'excision que les pays côtiers. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Une de nos téléspectatrices qui a requis l'anonymat affirme qu'elle a subi l'excision 2 fois de suite. Et il y a quelque temps, elle a bénéficié d'une chirurgie réparatrice. Et son problème aujourd'hui, c'est que, comme selon son terme, elle mouille ses draps la nuit. Est-ce que cela est dû à la réparation ou bien est-ce qu'il y a un autre problème? Elle aimerait comprendre. Monsieur Bazemo Alphonse Akoudougou dit qu'il y a une localité dans le sud-ouest où une fille non excisée ne peut pas assister aux différentes cérémonies traditionnelles. Et cette pratique-là perdure jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui peut être fait, par exemple, en matière de lutte contre l'excision dans cette zone-là? C'est tout pour les questions des téléspectateurs. Madame Atenkodogo, quelle garantie d'anonymat
le comité dispose pour ceux qui dénoncent les cas ou les futurs cas d'excision? Nous sommes au parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu à dénoncer et qui a été découvert par les populations. Ça, c'est fréquent parce que les communautés se connaissent, chacun se connaît dans les communautés. Et imaginez que dans une famille, quelqu'un aille dénoncer son parent ou ses voisins. Il nous revient plusieurs fois qu'il y a des menaces, généralement même des menaces de mort sur la tête de la personne qui aurait dénoncé. Je pense que vers Boussé, on parle de TNC ou quoi. Et la personne qui dénonce, si la personne ne vient pas dire oui, c'est moi qui l'ai fait, la personne est passible de mort. Et chez nous, la garantie que nous avons, puisque nous travaillons avec un numéro vert, et je vous dis que lorsque nous recevons un appel sur le numéro vert, nous ne voyons même pas le numéro de la personne qui a appelé. Il faut simplement que la personne collabore et que la personne nous donne toutes les informations, notamment l'indication de la construction du village et tout et tout. Et à partir de ce moment-là, le SPCNLPE rentre en contact avec les directions déconcentrées du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille qui nous représentent au niveau des provinces jusqu'au niveau département. Et également le poste de police ou de gendarmerie de la localité. Et à partir de ce moment-là, je peux dire qu'on ne s'intéresse plus au dénonciateur, à celui qui a dénoncé. Ce n'est pas que régulièrement la personne est appelée jusqu'à ce que les populations sachent que voilà, c'est cette personne-là qui a dénoncé. Ça ne se passe pas comme ça. Et lorsque le dénonciateur est pris ou bien on le reconnaît, c'est que peut-être la personne a eu du remords du fait qu'il va voir que sa famille est arrêtée, ses voisins sont arrêtés. Il y a quand même un remords qui fait que généralement la personne va se dénoncer ou bien il y a des menaces qui font que la personne repart dire oui, c'est moi qui suis allé dénoncer. Sinon, garantie en tant que telle, normalement, il ne devrait pas avoir de fuite s'il n'y a pas menace. Oui, nous avons le numéro SOS, c'est le 80 00 11 12. Est-ce que ce téléspectateur a constaté que les pays sahéliens sont plus touchés par le phénomène de l'excision que les pays côtiers? Qu'est-ce qui explique cela? Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais nous avons dit ici que l'excision est beaucoup plus liée aux coutumes, à la tradition. Nous n'avons peut-être pas les mêmes traditions que les pays côtiers. Et c'est ça qui fait peut-être que chez nous, nous le ressentons plus que dans les pays côtiers. Peut-être qu'on vérifie la prévalence pour nous assurer qu'effectivement l'affirmation qui a été faite est juste. Professeur, il y a cette dame qui affirme avoir été excisée 2 fois de suite. Il y a quelque temps, elle a bénéficié d'une chirurgie réparatrice. Son problème maintenant, c'est qu'elle mouille ses draps la nuit. Elle aimerait savoir si cela est lié à la réparation. Il faut qu'elle vienne qu'on l'examine. Parce que si c'était une blessure de l'arbre urinaire pendant l'intervention, c'est pendant les 24 heures que les urines allaient couler. Si c'est la nuit, il se peut que ce soit une simple énurésie, c'est-à-dire le pipi au lit la nuit. Et ça ne peut pas être dû à l'intervention. Néanmoins, elle peut passer dans une formation sanitaire ou retourner dans le centre médical où elle a été opérée pour qu'on l'examine. Monsieur Bazimon, lui, il dit que dans la région du sud-ouest, il y a des cérémonies traditionnelles où une fille non excisée n'assiste pas. Cette pratique a perdu jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas de figure? Effectivement, nous avons été informés des raisons justement qui sont avancées par certaines communautés pour exciser la fille. Il faut dire qu'au niveau de la région du centre-ouest, nous travaillons beaucoup avec les leaders coutumiers et religieux.
ce qui peut être fait, ou ce qui est fait d'ailleurs, puisque nous avons les RELOCOR, les réseaux de leaders coutumiers et religieux qui est au niveau de cette région-là, ainsi que les réseaux des associations et organisations de lutte contre la pratique de l'excision. Nous allons prendre attache avec ces réseaux-là pour qu'ils intensifient justement les activités de sensibilisation auprès de ces communautés et justement faire en sorte que l'idée qui a été donnée ainsi puisse changer. Il faut revenir ici pour dire que nous travaillons avec Sa Majesté le Mogonaba, qui est même l'ambassadeur du SPCNLPE, et qui régulièrement donne des messages justement pour que ces pratiques-là, qui ne relèvent pas effectivement de la coutume, puisqu'il a eu à dire que les coutumes qui ne servent pas visiblement, il faut les laisser tomber et faire en tout cas sensibiliser davantage pour que cette pratique-là puisse cesser au niveau de cette communauté-là. Je pense que par rapport à ça, il y a lieu vraiment que nous-mêmes nous puissions réaliser des études anthropologiques en tenant compte de la situation de chaque localité. Il est dit ici que la fille ne peut pas assister aux cérémonies et aux funérailles. Donc je pense que si les études anthropologiques disent vraiment pourquoi cela n'est pas possible, je pense qu'avec les communautés, on pourra toujours trouver des alternatives qui vont les amener à abandonner l'excision et à la remplacer avec quelque chose d'autre que de mutiler pour pouvoir participer aux funérailles. Au plan national, après toutes ces années de lutte, quels sont les principaux acquis qu'on peut citer aujourd'hui? Monsieur Nyakene. J'allais d'abord laisser la parole à Madame Tarou. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'acquis. Et je vais commencer, elle va sûrement compléter au niveau du SPCNLPE. Nous avons d'abord la volonté politique qui a prévalu à la création du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Nous avons également eu l'implication des plus hautes autorités du Burkina qui luttent contre cette pratique-là. Nous avons eu la création des réseaux qui interviennent au niveau des communautés, par des activités de sensibilisation. Nous avons la prise de position, l'engagement de ces communautés-là à travers des déclarations publiques d'abandon de la pratique de l'excision. Nous avons également pu noter des actions avec d'autres partenaires, notamment le ministère de la Santé. Nous avons pu justement introduire dans le curriculum de formation du ministère de la Santé l'introduction de contenu MGF dans l'enseignement des écoles de santé, de même également avec le ministère de l'Éducation nationale, où nous avons pu justement faire en sorte que dans 6 régions du Burkina, il y a l'expérimentation de l'enseignement de MGF au niveau du préscolaire, du primaire, du secondaire. Donc ça, c'est des acquis qui sont très forts. Je vais peut-être donner la parole à Mme Tarou pour qu'elle complète. Il y a aussi la répression, parce qu'il faut dire que le Burkina est un pays leader en matière de lutte contre la pratique des MGF. Donc depuis 20 ans déjà, ce qui est rare dans les autres pays, nous avons pu quand même avoir cette loi et qui est appliquée. Et les acteurs, les auteurs et les complices sont également, lorsqu'ils sont arrêtés, la loi est dite. C'est cela que je peux ajouter. Nous sommes à la fin, presque à la fin de cette émission, mais avant de conclure, professeur Akochonga, quel espoir pour l'avenir? Bon, l'excision va disparaître un jour ou l'autre. Ça mettra du temps, ça prendra du temps, mais l'excision va disparaître un jour ou l'autre. Il faut que toutes les femmes sachent que nous sommes à leur côté pour les aider à acquérir tous leurs droits à la santé. Il faut qu'elles prennent soin d'elles-mêmes, qu'elles prennent soin de leur santé, parce que la bonne santé de la femme est le moteur du développement d'une nation. Elles sont précieuses pour nous et nous allons les accompagner. Et nous sommes sûrs que si les femmes s'engagent dans la lutte, nous aboutirons à une victoire. Bonne fête à toutes les femmes. Merci beaucoup, professeur. Merci, chers invités. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag.
À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques.